Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer et Sophie Bonnevielle-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Odile, le podcast. Et nous parlerons de confiance aujourd'hui et particulièrement de la confiance accordée aux médias et aux fact-checkers. Notre invité aujourd'hui sera Paul-Joël Kam-Chang et avec moi pour animer ce podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Paul-Joël Kam-Chang est chercheur et data journaliste au Cameroun. Il est également secrétaire exécutif d'ADC Cameroun et cette année, il a une actualité particulièrement chargée avec le lancement de DataCheck, qui est un pure player de vérification de faits. Et également, l'autre grosse actualité de son année 2024, c'est qu'il fait partie des membres fondateurs de la PAF, la plateforme africaine des fact-checkers francophones. Elle réunit sous sa bannière 10 médias africains de vérification de faits. Tout le monde s'est dit fact-checker. On remarque notamment que la différenciation des backgrounds, par exemple, varie d'un pays à un autre, d'une initiative à une autre. Et cela est quand même à la base de cette perte de confiance. Avant de parler avec lui, faisons un tour d'horizon de l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information dans l'espace francophone. Et on commence avec cette étude canadienne. La désinformation, les cyberattaques et l'IA ont été identifiés parmi les 10 principales perturbations possibles pour le Canada. C'est le résultat d'un rapport d'un groupe de réflexion. Il est issu du ministère fédéral de l'Emploi et du Développement social canadien. Parmi les autres risques identifiés, la disparition de la biodiversité ou la raréfaction des ressources naturelles vitales. Et rappelons que la désinformation avait déjà été placée en tête des risques planétaires dans le rapport annuel du dernier Forum économique mondial de Davos. Toujours à propos de désinformation, et puis c'est assez rare pour être souligné, on vous parle à présent d'une exposition consacrée aux informations générées par l'IA et à la désinformation en général. Elle se déplace dans plusieurs villes européennes en ce moment, dont Amsterdam. Fabricated, c'est son nom, montre l'influence de l'intelligence artificielle, de la désinformation et des algorithmes sur l'opinion publique et le comportement des électeurs. Au programme, de nombreux jeux interactifs, comme celui développé avec l'agence France Presse, où les visiteurs devront évaluer la véracité d'images liées aux élections européennes. L'exposition est à voir à Amsterdam jusqu'au 7 juin. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était derrière les articles que vous lisez chaque semaine dans vos journaux préférés ? Eh bien pour ça, il y a les biographies des journalistes où on en apprend plus sur leur parcours, leurs études, leurs centres d'intérêt, voire même leurs loisirs. Les biographies sont encore peu utilisées dans les pays francophones, il faut le dire. Le studio Mediane publie un article dont nous vous conseillons la lecture sur l'importance pour un média de proposer des biographies pour ses journalistes. Connaître des informations sur le parcours des reporters favoriserait l'engagement des publics, encouragé, puisqu'on parle de confiance, par cet exercice de transparence de la part des journalistes. Et on termine par une nouvelle preuve de l'utilité de l'EMI, s'il nous en fallait encore une. En effet, un article d'Euractiv montre que grâce à leur niveau élevé d'éducation aux médias, les Ukrainiens parviennent à résister aux tentatives de désinformation russe. La journaliste Olena Shuranova, qui a écrit l'article pour Euractiv, rappelle d'ailleurs qu'en 2021, 2 organismes ont été créés en Ukraine. Le Centre de lutte contre la désinformation, qui relève du Conseil national de sécurité et de défense, et le Centre de communication stratégique et de sécurité de l'information, qui relève, lui, du ministère de la Culture et de l'Information. Bonjour Paul-Joël Kam-Chang. Bonjour Guillaume, bonjour Sophie. Merci beaucoup de nous rejoindre dans Odile, le podcast, où on parlera du déficit de confiance dans les médias, dans les initiatives de fact-checkers et comment on peut contrer ce phénomène-là. On voit que globalement, Paul-Joël, la confiance dans les médias a tendance à baisser, en tout cas en Occident. Elle a tendance à être plutôt stable sur le continent africain, mais avec évidemment des différences régionales selon les pays. Peut-être pour commencer ce podcast, à votre avis, d'où vient cette perte de confiance ? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'émergence des réseaux sociaux, par exemple ? Alors, il faut voir en cela 2 grands facteurs, des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Je commencerai par des facteurs endogènes, comme vous le savez, avec la montée des réseaux sociaux, où tout le monde est producteur de contenu, ce qu'ils appellent à tort ou à raison d'information. On a comme l'impression que les médias classiques, la télé, la radio, la presse écrite en l'occurrence, sont souvent, on peut dire, en retard par rapport à une actualité
crédibilité et les gens préfèrent plutôt se sourcer sur des réseaux sociaux. Et donc, il y a également cette perte-là qu'il faut noter et le fait aussi que certains médias perdent leur crédibilité du fait qu'ils soient inféodés, soit par des puissances étrangères, le cas de la Russie ou de la Chine, ou alors par des puissances politiques au Burkina Faso, au Mali, au Niger, que vous connaissez certainement très bien. Il faut chanter les louanges des nouveaux tenants du pouvoir pour espérer avoir une sorte de liberté apparente. Et donc, là, en ce moment, on ne pourra pas parler de l'information, mais beaucoup plus de la communication, parce que ce sont des relayeurs d'informations politiques ou alors de propagande. Et du coup, donc, les citoyens sont comme en perte de confiance dans ces médias. Alors, j'ai commencé à élaborer les facteurs exogènes qui sont notamment liés à ce qu'on pourrait appeler la crise mondiale de l'information. Comme vous le savez, avec par exemple l'Ukraine, ou encore avec les attaques des groupes armés rebelles et consorts, l'affaire de Gaza et consorts, on a comme l'impression que certains médias, par exemple, sont interdits de parler de cette actualité en raison du rapprochement ou alors en raison de la proximité des pouvoirs de ces pays et des autres pays étrangers. On se souvient notamment quand le Conseil de sécurité ou appelait donc certains pays à voter pour appeler la Russie à cesser ses combats en Ukraine. Et on a quand même vu qu'il y avait des pays qui brillaient par un soutien ou alors d'autres pays qui ont brillé par une sorte d'abstinence pour ne pas perdre la face. Face à d'autres partenaires. Donc voilà un peu résumé les deux grands facteurs à la fois exogènes et endogènes qui font un peu perdre la confiance des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs envers les médias de leur pays. Justement, Paul Joël, qu'en est-il de ce déficit de confiance dans les fact-checkers en Afrique francophone spécifiquement? Alors, pour parler de déficit, il faudrait déjà que ça existe. C'est vrai qu'on voit, ou à travers la plateforme Odile, on voit une floraison d'initiatives de fact-checking se développer à travers le continent, notamment l'Afrique francophone. Mais pourtant, quand on questionne la qualité de ces fact-checking, il y a tout de même matière à se poser des questions. Notamment quand vous voyez la façon avec laquelle certains sujets sont traités. Par exemple, le principe du mort kilométrique n'étant pas respecté, quelqu'un étant au Bénin, qui traite d'une actualité sur la grossesse de Rihanna, par exemple, et il y a lieu quand même de se poser la question quant à la fiabilité d'une telle information. Et aussi, le fait, par exemple, que des fact-checkers ont des grosses difficultés à accéder à certaines sources d'informations. Vous savez, le fact-checking, de par son principe de transparence, fait en sorte parfois que des sources ne sont pas prêtes à se livrer. Et du coup, ça fait un peu coincer la machine et les fact-checkers ont vraiment de la peine à finir un papier bien élaboré, répondant par exemple aux principes ou aux normes de l'IFCN. Donc il y a autant de choses. Vous verrez par exemple des papiers de fact-checking juste avec une seule source ou alors des fact-checking qui laissent le lecteur sur sa soif. On voit également qu'il y a beaucoup d'initiatives à travers le continent, mais ces initiatives ont plutôt l'air d'être à la mode parce que on est à la mode du fact-checking, tout le monde s'est dit fact-checker. On remarque notamment que la différenciation des backgrounds, par exemple, varie d'un pays à un autre, d'une initiative à une autre, et cela est quand même à la base de cette perte de confiance de la part de ceux qui lisent ou qui ont envie de mieux comprendre une actualité. Alors justement, on est là pour entendre des solutions que vous pourriez avoir envie de proposer, et sur cette question de la confiance dans les fact-checkers, vous venez de mentionner le fait qu'il y a pléthore d'initiatives avec un degré, on va dire, variable de fiabilité de certaines initiatives. Où sont les solutions? Est-ce que s'adosser, par exemple, comme c'est de plus en plus le cas dans les pays occidentaux, à des marques médias déjà établies qui développent leurs services de vérification de l'information, c'est une solution pour vous? Ou est-ce que construire une marque indépendante de fact-checking et ou d'éducation à l'information vous semble être une solution plus pertinente? Au rang des solutions, on ne saurait se projeter sur une solution occidentale, tant la société occidentale est un peu beaucoup plus libre, a accès aux sources d'information, à la technologie qui va avec. En Afrique, on a encore ce sérieux problème au niveau, par exemple, du côté de la connaissance de la technique du fact-checking qui va avec. Mais en termes de solutions, je crois, vous avez remarqué, il y a quelques semaines, nous lancions ce qu'on appelait la plateforme africaine
africaine de fact-checkers qui en réalité ambitionnent d'essayer de renforcer ou de solidifier ce qui existe déjà sur le continent africain, notamment sa partie francophone, notamment en apportant beaucoup plus de formation et en amenant également les journalistes à être beaucoup plus rigoureux. La PAF apporte un certain nombre de solutions, dont la solution de formation. Mais également, il y a quand même l'IFCN qui, comme on peut dire, à tort et à raison, qui a des méthodes un peu critiquables. Vous allez remarquer, par exemple, que sur le continent africain, la plupart des médias qui sont certifiés IFCN sont des médias plutôt de l'Afrique anglophone. Et donc, très peu de médias de l'Afrique francophone, par exemple, réussissent à remplir tous les critères de l'IFCN qui, il faut le rappeler, sont des critères assez stricts, assez rigoureux. Et donc, cela remet tout de même en cause la qualité de la formation de ces médias, leur structuration également, et peut-être un appui financier. Vous voyez, c'est ce qui manque le plus en Afrique. Il faut donc aider ces médias à se démarquer en se structurant, avoir un appui financier qui permet justement de réaliser. Vous voyez par exemple que pour avoir la connexion Internet sur le continent reste encore un sérieux souci, notamment dans certains pays en Afrique centrale, le cas de la RCA, où vous avez pratiquement 1 giga à 10 000 francs, qui est quand même assez énorme. Oui, là, on parle pas en vitesse de connexion, mais en quantité de données consommées, hein, où effectivement, c'est nettement plus cher que ce qu'on connaît en Occident. Mais je rebondis sur ce que vous dites, puisque si je lis entre les lignes, vous nous dites, laissez-nous nous développer en tant que médias indépendants avec une labellisation, si possible, et de préférence francophone, plutôt que de nous associer à des médias établis, parce que les médias établis sont pas toujours fiables et peuvent être à la solde des gouvernements en place. Absolument, absolument. C'est pour ça que, par exemple, au sein de la PAF, nous réfléchissons à voir comme une sorte de labellisation locale qui permettrait au moins à tous les médias d'être au même niveau techniquement et professionnellement. Donc, c'est bien possible de le faire, mais déjà, il faudrait que nous, les Africains, notamment la partie francophone, que nous soyons solidaires et que nous définissions ensemble un certain nombre de standards qui va s'appliquer à nous-mêmes. Vous savez que la loi qu'on sait soi-même prescrite permet justement d'aller au-delà de nos limites et de nos faiblesses. Donc, c'est effectivement ce qu'on est en train de faire et c'est une réflexion qui se poursuit. Le modèle occidental peut servir peut-être de boussole ou d'orientation, mais il n'est toujours pas le plus beau ou le plus grand modèle au monde. Mais il faut bien sûr contextualiser et africaniser tout cela parce que le contexte étant complètement différent, un contexte professionnel complètement différent, un contexte politique qui, disons-nous, est un contexte carrément de répression. Et du coup, parfois, des journalistes ont peur et n'arrivent pas à travailler. Donc, en définissant ce standard, comme on essaie de le faire, par exemple, qu'un article qui est publié au Mali, à cause de la situation politique, soit plutôt publié dans un média du Sénégal, pour permettre justement aux journalistes qui évoluent au Mali de garder sa liberté. Donc, il y a autant de solutions sur lesquelles nous réfléchissons, nous essayons d'élaborer pour donc pouvoir populariser cela le moment venu. Mais justement, vous en parliez à l'instant, les fact-checkers se sentent, et sans doute à juste titre évidemment, cibles d'acteurs hostiles au fact-checking, parce qu'ils s'en prennent à leurs intérêts. C'est quelque chose qui vous inquiète? Oh non, je ne dirais pas comme vous qu'ils s'en prennent à leurs intérêts, non, qui traitent juste de l'information, qui recherchent une information, ils veulent rendre une information fiable. Ça nous inquiète. Et du coup, les fact-checkers qui évoluent notamment au Mali, au Niger et au Burkina ont toujours du mal à travailler librement parce qu'à chaque fois, ils sont toujours appelés par les nouveaux tenants du pouvoir, de ce qu'ils sont en train de toucher à leurs intérêts. Donc maintenant, c'est qu'il faut essayer de trouver des dynamiques autour de ces différents problèmes. Et une des solutions que nous avons trouvées, par exemple, c'est qu'un papier qui est produit, par exemple, au Mali, soit diffusé plutôt au Sénégal et que peut-être les signataires puissent changer leur nom. Et vous savez qu'en fait, quand vous questionnez les principes de l'IFCN, par exemple, la question de changer le nom est, par exemple, prohibitif. Et donc, du coup, ça pose un sérieux souci également, d'où justement notre envie de pouvoir contextualiser ou alors de pouvoir développer un modèle qui est propre à l'Afrique et qui tient compte des contextes à la fois sécuritaires, politiques et même professionnels.
Alors là, on parle du contexte d'exercice du métier de journaliste, de fact-checker. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à la réception par les publics, et notamment en rebondissant sur ce que vous disiez à l'instant. Comment est-ce qu'un public malien, qui a priori serait le premier intéressé par ce qu'un journaliste malien a à écrire ou à dire, ferait confiance à un média sénégalais dans l'exemple que vous venez de prendre? Bah, écoutez, ça va paraître un peu très difficile, mais il faudrait bien qu'on arrive à convaincre le public malien à consommer une information malienne, quoique diffusée sur un média sénégalais. Et il faudrait bien développer ces nouveaux modèles pour pouvoir protéger les journalistes qui exercent là-bas et en même temps garantir une information de qualité et une information fiable pour le public malien. Et je crois qu'en fait, du moment où ça touche le Mali, du moment où le Malien se sent concerné, je crois qu'il ne devrait a priori pas avoir un souci. Mais le problème que cela pourrait poser, c'est la vitesse avec laquelle une information fiable est diffusée comparativement à une information modifiée ou une information qui fait l'objet d'une querelle quelconque. Donc, c'est en fait là qu'il doit avoir le sérieux souci parce que, comme vous le savez, l'affect va 3 fois plus vite, par exemple, qu'une information fiable. Donc, que ce soit diffusé au Mali, on pourrait toujours avoir le même problème que lorsque c'est diffusé, par exemple, au Sénégal. Mais il faudrait bien qu'on puisse convaincre le public malien de consommer cette information du moment où il faut garantir la sécurité des producteurs de cette information ou des relayeurs. Est-ce que vous auriez quelques conseils, justement, 3 conseils pour les auditeurs sur la façon d'établir une relation de confiance avec les publics? Quelles seraient, selon vous, les 3 choses à mettre en place ou à améliorer? Alors, les 3 choses à mettre en place ou améliorer, c'est d'abord, en tant que c'est de suggérer au public d'identifier des médias qui inspirent confiance et qui diffusent une information fiable et d'aider, par exemple, ce média parfois à remonter une information lorsqu'elle est douteuse pour permettre à ce média de vérifier pour des différents lecteurs. La deuxième solution, c'est d'établir une sorte de pont entre les médias et les publics parce qu'il faut absolument ce pont-là pour que les deux puissent s'entendre sur ce qui est supposé être leur lien, dans l'information. Et à cela, donc, il est fortement conseillé, par exemple, aux médias de s'ouvrir au public ou de développer des astuces qui permettent au public de s'exprimer ou alors de donner leur point de vue, par exemple, sur une information lorsque ce public-là n'est pas tout à fait d'accord. Et également, la troisième solution, c'est les publics peuvent s'entendre et financer des médias. Ça, souvent un peu partout dans le monde. En Afrique, ça peut être très bien possible, tant la structure, par exemple, institutionnelle ne permet pas aux médias de bénéficier des financements uniquement lorsque, par exemple, ce média a des liens particuliers avec une personnalité ou alors une institution. Donc, les publics peuvent bien s'organiser pour financer un média qui, à son tour, doit cultiver justement les informations de qualité à mettre à la disposition du public. Donc voilà un peu les 3 suggestions que je pourrais formuler pour permettre au public de cultiver cette confiance. Alors c'est un problème dont on parle souvent dans le milieu de la vérification de l'information, Paul Joël. C'est le fact-checking, c'est très bien, mais c'est pas vu par l'essentiel des cibles de la désinformation. Et il y a même une défiance des convaincus qui ont d'abord vu une information fausse. Et disons que l'efficacité du fact-checking n'est pas toujours quelque chose sur lesquels on est tous d'accord. Dans ce contexte-là, quels sont les enjeux pour vous? Parce que on a l'impression que y a une conquête du public à faire avec une disproportion de moyens entre les désinformateurs et les initiatives de fact-checking. Oui, effectivement, tout part du fait, par exemple, que les structures ou les trollers de désinformation sont des structures, par exemple, très bien organisées, qui ont de gros moyens et qui permettent, par exemple, de développer des algorithmes qui rendent beaucoup plus virale la désinformation, contrairement en face des structures de fact-checking qui ont parfois du mal à fonctionner. Et comme vous le savez, parfois, cela fait partie des habitudes humaines, quoi. C'est-à-dire, on est plus enclin à suivre une mauvaise information qui circule beaucoup plus vite qu'une très bonne information. Et l'autre gros défi majeur reste comment mettre cette information à la disposition de la cible de la désinformation
qui, par exemple, a parfois peur de la bonne information parce qu'elle a été piqué par la bonne information. Cela va sans dire également qu'il faut, par exemple, développer une stratégie à double vitesse, avoir l'éducation aux médias, à l'information, le mis en amont et avoir du fact-checking plutôt en aval. Parce qu'en fait, l'une des faiblesses qu'on reproche au fact-checking, c'est de venir déconstruire une désinformation qui a déjà eu pignon sur rue. Or, en amont, on a quand même l'éducation aux médias qui permet d'anticiper sur la qualité de l'information et d'éduquer, par exemple, les consommateurs de l'information à identifier la bonne information ou à faire la différence d'avec la mauvaise information. Et c'est principalement, comme vous avez dit, ce qu'on reproche au fact-checking, c'est de venir quand la désinformation est déjà assez évoluée. Et dans certains cas, il y a des fact-checkers qui aident plutôt à amplifier une désinformation en croyant plutôt faire l'effet inverse. Donc, cela reste un très gros challenge et un gros défi, surtout en Afrique. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup conseillé, par exemple, de développer le côté réseau social en s'adjugeant, par exemple, les services des influenceurs, des blogueurs, qui peuvent aider justement à porter la bonne information et à la rendre aussi un peu plus virale. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'en face, on a des usines à trolls qui ne dorment pas et dont le travail, c'est justement de fabriquer la désinformation avec tous les moyens qui vont avec et surtout les moyens technologiques que les fact-checkers ne disposent pas. Est-ce que vous avez des exemples, un exemple d'une initiative qui, selon vous, améliore justement cette confiance envers les publics? On a plusieurs initiatives d'éducation aux médias, à l'information qui se développent à travers le continent. Mais ma foi, j'ai peur que ce soit beaucoup plus de l'effet de mode. Parce que quand vous questionnez, par exemple, la structuration des offres, cela pose un sérieux souci parce que, en fait, on est dans un contexte où, par exemple, les questions culturelles sont des questions beaucoup plus prégnantes sur la perception des citoyens. Et donc, on a quand même des initiatives qui essayent de sortir la tête de l'eau. On a par exemple l'Éduc Média au Cameroun qui fait un travail formidable à travers les publics cibles et qui permet justement, par exemple, dans les écoles, à aider les jeunes à identifier des médias en lesquels ils peuvent placer leur confiance et savoir quelle information consommer et également leur culture numérique. Et ils appellent cela dans leur jargon la citoyenneté numérique pour permettre justement aux citoyens de savoir ce qu'il faut relayer, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut partager, de ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas. On a également d'autres initiatives comme au Burundi, le nom m'échappe beaucoup, qui vient d'ailleurs de remporter un grand prix à Paris, qui sont tout au moins des initiatives sur le continent qui se démarquent. Mais je veux dire, cette floraison qu'on constate en fait est en réalité une floraison de façade, parce qu'au fond, le sérieux problème reste la structuration des offres et comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on agence justement ce travail-là sur le terrain. Donc, ça peut être à ces niveaux le plus gros souci, mais il faut encore, par exemple, les appeler à s'unir, à travailler et à développer des stratégies parce qu'on ne le dira jamais assez. Les différents acteurs doivent pouvoir se mettre ensemble, notamment les consommateurs et les producteurs de l'information pour garantir une information fiable et développer ou cultiver chez les publics cibles la confiance. Alors, il y a une pratique en vogue en Occident aujourd'hui que les anglo-saxons appellent le pre-bunking, et vous avez évoqué cette notion-là qu'on pourrait appeler en français la vérification par anticipation, c'est-à-dire d'avoir un coup d'avance sur les désinformateurs et essayer de lire le contexte et de voir quels pourraient être les angles d'attaque des désinformateurs pour pouvoir prévenir et diffuser de l'information à propos de sujets sensibles qui soient justes et validés avant que la désinformation ne frappe. Est-ce que c'est une approche qui vous semble intéressante à explorer également dans votre contexte? Oui, c'est une très bonne approche, malheureusement qui n'est pas encore assez développée. Et lors des discussions qu'on avait, par exemple, avec Facebook, on suggérait justement que cette méthode soit adoptée sur la plateforme pour anticiper sur la désinformation. Et en fait, l'approche est toute simple, c'est de pouvoir analyser le contexte et l'actualité. Et d'abord l'actualité, parce qu'il faudrait déjà avoir une base de données des trollers ou alors des potentiels désinformateurs, les suivre. Cela nécessite également de développer une grosse technique ou une grosse approche en matière de veille technologique. C'est cette veille-là qui permet, par exemple, de pouvoir anticiper sur tout ce qui pourrait arriver comme événement. On sait à peu près quelles peuvent être les réactions des désinformateurs ou des trollers
notamment quand on questionne le contexte ou l'actualité. Quand c'est une actualité économique, on sait à peu près ce que ces trollers peuvent dire. Quand c'est une actualité politique, on a à peu près les éléments de langage qu'ils pourraient utiliser pour désinformer. Et donc, en cela, l'un des conseils que nous formulions à l'endroit de Facebook, c'était de voir comment anticiper cela. Donc, par exemple, c'est d'amoindrir la portée de leur publication lorsque l'actualité est à son comble. Et ça permettrait, par exemple, de limiter la circulation de la désinformation sur la plateforme. Même si, comme je disais tantôt, les défenseurs de la liberté d'expression pourraient voir en cela une violation, cela va sans dire qu'il faut, par exemple, passer à la méthode forte pour éviter et limiter cela. Mais en Afrique, ça reste une pratique encore à développer et qui est très peu utilisée dans les pure players ou les médias de fact-checking. Justement, vous venez de lancer un nouveau projet, DataCheck, qui d'ailleurs a rejoint Odile très récemment. Comment, du coup, avec le recul très récent que vous avez sur ce projet-là, comment vous avez réussi et qu'est-ce que vous mettez en place surtout comme stratégie pour gagner la confiance de vos publics? Alors, ce qu'on a fait dans le cadre de DataTech, c'est de développer, par exemple, des techniques qui portent sur trois segments. Donc, travailler essentiellement sur les fact-checks, sur les méta-checks et sur les data-checks qui, comme vous le savez, au niveau des data-checks, c'est presque 90% d'informations qui circulent sur la toile, en réalité, circulent sous forme de données, à la fois de données qualitatives et de données quantitatives. Et donc, les fact-checkers ont souvent du mal à vérifier ce type d'informations parce que n'ayant pas, par exemple, à la base, une formation de data journaliste. Et donc, c'est ce plus-là qu'on apporte dans ce projet pour pouvoir donc travailler sur ce segment. Et comme vous le savez, on a essayé un peu d'anticiper sur le contexte local, notamment avec la présidentielle et d'autres élections locales qui arrivent en 2025. Et donc, cette plateforme va permettre avec Data Cameroun de mettre sur place ce qu'on a appelé à partir de ce qu'on va appeler à partir de septembre une cellule de veille constituée à la fois de data journalistes et des fact-checkers qui sont issus de nos différentes académies, les académies de data journalisme. Et récemment, ce qu'on a lancé il y a bientôt 2 mois, les académies de fact-checking pour pouvoir surveiller la qualité d'information électorale et politique qu'on aura sur les réseaux plus, sur les réseaux sociaux et même dans des médias classiques. Donc cela aiderait, par exemple, comme nous le disions précédemment, à anticiper, par exemple, sur la désinformation ou la propagande politique qui, comme vous le savez, reste ce qui fait le plus mal en Afrique, dans nos différents pays. Et donc, avec le contexte camerounais, un président déjà très vieux, dont tout le monde espère une sortie honorable, mais qui a plutôt tendance à se représenter, avec une guerre de succession au pouvoir, avec les premiers signaux que nous observons dans le cadre de la veille que nous avons, on sent déjà qu'il y aura une sorte de cristallisation de l'information. Et en matière de politique, matière de propagande, l'information est en réalité une arme de destruction massive, si on peut permettre de dire cela ainsi. Oui, donc c'est en fait, si j'entends bien ce que vous dites, Paul Joël, les clés pour rétablir, en tout cas favoriser la confiance entre les publics et les médias, les fact-checkers, c'est vraiment la formation, notamment en amont, la collaboration entre professionnels et également l'adaptation aux réalités, aux contextes locaux. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Il faut absolument avoir ces trois principes-là pour établir cette confiance. Parce qu'en tant que média, le seul lien de confiance qu'on puisse avoir avec le public, c'est l'information. Et pas n'importe laquelle, une information fiable, une information de qualité. Et d'ailleurs, une information qui apporte un plus dans le quotidien des différents publics. Parce que vous savez, le public est parfois très exigeant sur la qualité de l'information que vous pouvez mettre à sa disposition. Et donc, là, il faut faire beaucoup attention. Et heureusement que nous avons des journalistes au sein de nos différentes rédactions qui sont assez rigoureux et assez stricts sur la qualité de l'information. Par exemple, là, on annonce une grosse série d'enquêtes que nous sommes en train de réaliser sur la crise énergétique qui s'écoule au Cameroun depuis 3 mois.
Je puis vous dire que juste l'annonce depuis hier est devenue complètement virale et ça nourrit une grosse attente qui nous met sous pression et permet justement d'avoir un lien et de garder en haleine le public qui nous observe, qui nous suit et qui est parfois, qui n'est pas du tout tolérant lorsque nous faisons certaines erreurs. Donc, il faut développer certaines pratiques pour garder ce public-là en confiance. Et le flyer que nous avons diffusé, par exemple, à ce jour, quand je regardais encore, c'était à déjà plus de 6000 likes et de nombreux messages qui indiquent qu'ils attendent cette enquête-là dès lundi prochain. Et aussi, la qualité de l'information doit être une information qui touche au vécu et qui touche au quotidien de ces citoyens pour qu'ils se sentent concernés, pour qu'ils voient en cette information leur vie. Ce n'est qu'en cela qu'on peut cultiver donc justement cette confiance-là. Merci beaucoup, Paul-Joël Kenshoang, d'avoir pris le temps de partager votre expérience et de prodiguer ces conseils qui, j'en suis sûr, feront mouche auprès des auditeurs d'Odile le podcast. On retrouve évidemment dans les notes d'épisode les liens vers les divers éléments que vous avez bien voulu partager avec nous. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Sophie. Et à bientôt également à vous. À bientôt, Paul-Joël. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.